Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu dans ces superbes locaux parisiens à quelques pas des Champs-Élysées par Yann-Étienne Le Gall, directeur associé au sein de Valtus, qui est le leader européen du management de transition. On va revenir bien sûr sur ce sujet qui va être le cœur de cet épisode. Merci Yann-Étienne pour cette invitation. Comment vas-tu ? Super, merci beaucoup Florent. Je suis ravi de t'accueillir ici. Ah bah en tout cas vous avez de superbes locaux, c'est hyper chouette. Ouais. On profite d'un bel endroit, en plus du beau soleil parisien. Donc là c'est idéal pour cette interview. Avant de commencer et que effectivement qu'on parle management de transition, qu'on parle bien sûr de ces métiers que peut-être certains connaissent, certains ne connaissent pas ou ont envie de découvrir. J'aimerais bien revenir sur ton parcours. Et avant Valtus, qu'est-ce que tu faisais ? Écoute, merci. C'est vrai que c'est important parce que Valtus, j'y suis depuis un peu plus d'1 an. Donc j'ai 30 ans en fait d'expérience professionnelle de DRH. Donc je suis déjà un vieux DRH, on va dire ça comme ça. Sur moi, rapidement, je suis breton comme toi. Okay. Je suis à moitié rennais, à moitié quimpérois. Mon père est de Quimper, ma mère de Rennes. J'étais plutôt un littéraire dans ma formation. Hippocagne à Châteaubriand. Et puis Sciences Po à Paris ensuite. Et puis je suis rentré dans le monde des RH parce que je trouvais que c'était a priori l'endroit certainement où on pouvait le plus toucher à l'humain, à des choses peut-être moins uniquement quantitatives dans l'entreprise. Donc j'avais sans doute cette fibre-là et assez naturellement j'ai candidaté sur des postes de RH. À l'époque c'était moins professionnalisé aussi. Il y avait Sciences Po, il y avait le CELSA, il y avait le CIFOP, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Maintenant il y a une tonne de formation dans ce domaine-là. C'était pas forcément le cas à mon époque. Je te parle de ça fin des années 80, 85, 86, 87, dans ces eaux-là. Et donc j'ai embarqué pour une longue carrière de DRH, d'abord chez Schlumberger, qui est une très très belle boîte, où j'ai fait 11 ans et dont 6 ans à l'international. Ce qui est un super expérience que j'ai pu être DRH du Canada par exemple, basé à Calgary dans l'Alberta. J'ai pu être au Brésil, basé à Rio de Janeiro pendant 2 ans et demi sur le sud de l'Amérique latine, et puis à Houston comme DRH d'une division mondiale, mais dont le siège était aux US. Donc ça m'a donné une coloration, je dirais, internationale assez globale. Assez vite dans ma carrière. Après, je suis rentré en France et puis j'ai intégré Faurecia, donc dans l'équipement auto, où j'étais le patron du développement RH pendant un peu moins de 3 ans. Et de là, T'aimes bien les boîtes d'ingénieurs, hein. J'ai beaucoup été dans les boîtes d'ingénieurs au début de ma carrière. Ça, c'est très clair. Ce qui est pas mal, ce sont des gens rationnels, plutôt
plutôt robuste et orienté résultat. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, j'ai bifurqué, c'est-à-dire que j'ai eu mon job de DRH de groupe, c'est ce qui était quand même un peu mon ambition, à travers, ça nous ramène un peu en Bretagne, à travers Rocher, donc le groupe Rocher, où j'ai été pendant 16 ans le DRH d'IRCOM, DGA du groupe. D'accord. Voilà, un groupe qu'on connaît à travers ses marques, Yves Rocher, Petit Bateau et d'autres. Donc dans le monde du retail. Dans le monde du retail, de la VPC, beauté, du textile, etc. Ouais, il y a très différent. Il y a des univers très variés. Là. Ouais, une entreprise familiale. À la différence des autres qui étaient plutôt des entreprises capitalistiques. Or, Schlumberger, peut-être familiale. Non. Oui, alors il y a très longtemps, Conrad et Marcel en Alsace, mais c'était devenu une blue chip américaine, New York Stock Exchange. Et Faurecia, c'est une grande entreprise française cotée en France, etc. D'accord. Donc dans un univers, en vrai, tu sors de l'ingénieur, tu vas dans un autre univers. Exactement. Je passe au B2C, j'étais B2B, monde plus de femmes, plus de marketing, de sales que d'ingénieurs pour le coup, même s'il y a aussi des ingénieurs puisque Rocher est fabricant. Mais une transition quand même assez marquée. Qu'est-ce qui t'a plu de changer d'univers et eux, qu'est-ce qui leur a plu chez toi pour aller oser aussi recruter quelqu'un qui n'était pas forcément de leur univers premier, quoi. C'est vrai. Moi, de mon côté, je souhaitais être DRH d'un groupe. Donc c'est un peu le hasard des chasses de tête à un certain niveau, etc. On m'a proposé d'être candidat sur ce job-là qui était ouvert et ça m'a tout de suite branché. Mon cœur breton a commencé à battre parce que c'est l'Agassiz, c'est le Morbihan, etc. Et je me disais tiens, c'est quand même extraordinaire d'avoir un groupe breton mondialisé qui a envie de faire appel à moi. Et effectivement, de leur point de vue, ils voulaient quelqu'un d'international pour internationaliser le groupe et venant d'une très belle école RH, capable de mettre en place des process, des outils, ce qui était le cas de Schlumberger, puisque c'est quand même une école RH qui quand même fait autorité dans ce monde-là. Ok. Et donc, donc ça fait 1 an, jusqu'à quoi? Alors un peu 2022. Plus, j'ai été 10 mois à me demander ce que j'allais faire, donc je suis sorti du groupe il y a 2 ans en fait. D'accord. 2 ans, voilà. Ok. Et là, tu t'es interrogé. Du coup, tu aurais pu te mettre, je sais pas, indépendant, consultant, freelance, etc. Exactement. J'ai regardé plusieurs routes possibles pour moi. Est-ce que je reprenais un poste de DRH? Est-ce que j'allais vers le conseil? La chasse de tête, bien sûr, ou pas, etc. Bon, donc j'ai regardé tout ça. Et ce qui m'a paru le plus pertinent pour moi qui aime bien l'opérationnel, qui aime bien mettre les mains dans le cambouis, avoir des jobs où il se passe beaucoup de choses. J'ai trouvé que le management de transition, on en parlera, était un secteur hyper dynamique. Et il se trouve que moi, j'avais fait bosser Valtus lorsque j'étais DRH pour Rocher, quelques missions. Donc, j'étais déjà un peu dans leur écosystème. Donc, on s'est revus, on s'est rencontrés à nouveau. Un des associés était aussi un collègue chez Faurecia lorsque j'étais DRH, directeur de développement RH. Donc, le monde est ainsi fait que je me suis rapproché d'eux et on est tombé d'accord et ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, on va commencer par la base. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le management de transition. C'est quoi ta définition ou la définition de Valtus du management de transition? Je vais faire plutôt une image. On est un peu, je dirais, les urgentistes du management. D'accord. Il y a un problème dans une entreprise, il n'y a pas le casting. Alors le fait de ne pas avoir le casting, il y a plein de raisons pour ça. Soit parce que effectivement quelqu'un est parti, donc ce qu'on appelle le management relais. Il n'y a plus de DRH, il n'y a plus de DAF, il a démissionné, il y a un burn-out, il y a des tas de raisons. Et là, on intervient sous 3 jours, 1 semaine, avec une solution pour l'entreprise. On va revenir sur ce délai que je trouve tellement court. Pour avoir fait un peu de recrutement dans ma vie, je me dis, trouver quelqu'un de ce niveau-là en 1 semaine, waouh. Mais on va revenir sur ça. On va y revenir. Donc ça peut être ça, ou ça peut être des transformations. D'accord. De l'hypercroissance, du M&A, donc des acquisitions, ou à l'autre bout du spectre, de la crise, du retournement, des restructurations, etc. Puis au milieu, tout ce qui va être transfo des organisations, digitalisation, où on se pose des questions, on se dit, on n'a pas forcément les gens pour accompagner cette transformation en interne, et donc on va faire appel à nous pour une période de temps limitée, puisque
l'histoire du management de transition, c'est effectivement une mission temporaire, donc 6 mois, 1 an, moyenne de nos missions 8 mois. Mais vous savez pas, quand vous prenez une mission, la durée, elle est estimée, j'imagine, par le client avec vous? Elle est estimée. Typiquement, si on dit, on a lancé une chasse, on aura quelqu'un, mais on sait pas exactement. Moi, je vais dire, OK, c'est 4 à 6 mois. Oui, parce qu'on sait que le temps de la chasse, le temps du préavis de la personne, etc. Exactement. Mais après, vous ajustez. Et après, on ajuste. Parce que si ça dure 8 mois, vous n'allez pas laisser tomber votre client pendant 2 mois. Exactement. Par contre, si c'est un programme, par exemple, un patron d'un programme de transformation, on sait que ça dure 1 an, et ça va être une mission d'1 an. Ça, on le sait déjà, typiquement. Donc ça peut être très incertain, tout comme très clair, très figé. D'accord. Ce qui vous engage aussi. Oui. Parce que l'idée, c'est pas de faire durer non plus les choses pour faire du business. Non. C'est de répondre aux besoins du client et d'être efficace par rapport à son besoin au moment donné, selon effectivement la situation, des situations très variées. Exactement. Ok. Et comment est-ce que tu différencies aujourd'hui le management de transition de la chasse de tête? Ouais. Alors la chasse de tête, logiquement, on va chercher un CDI. Donc les DRH savent ce que je veux dire par là. C'est on va chercher quelqu'un pour une mission permanente. Et on l'embauche dans l'entreprise. Le management de transition, on va chercher quelqu'un pour une mission temporaire. Donc, c'est pas un CDI, ça n'a rien à voir. On le place dans l'entreprise pour une durée déterminée. Et cette personne-là est un indépendant. Donc, il ou elle va être en portage salarial ou à sa propre société. D'accord. Oui, il n'est pas en CDI chez Valtus. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas de CDI. Le seul CDI, c'est nous, c'est les directeurs associés, les talent consultants. On parlera de notre structure interne. Pourquoi est-ce qu'on arrive à aller aussi vite? Mais effectivement, nos managers sont des indépendants. Ils vont facturer Valtus, des honoraires, et nous, derrière, on va facturer notre client avec notre marge. Ok, voilà, très clair. Voilà. Mais c'est vous qui allez amener cette mission à Exactement. Donc il y a un côté staffing qui se rapproche effectivement de la chasse ou de recrutement. On sélectionne, on source, mais après les modalités n'ont rien à voir. Donc du coup vous n'êtes pas quelque part en compétition avec un cabinet de chasse. Pas du tout. Voilà, c'est pas vos compétiteurs en fait. Non, c'est un autre métier. Pas du tout. C'est utile dans certaines situations et vous êtes utile dans d'autres situations. Exactement. Okay. Exactement. Et donc les motivations pour recourir, d'une entreprise, je les comprends. T'as dit DAF, t'as dit DRH. Il y a le D dedans, de directeur, directrice. Exact. C'est réservé à ce type de profil ou si on prend la fonction RH qu'on connaît toi et moi, je sais pas, un RRH par exemple, est-ce qu'il peut être positionné par Valtus dans une PME qui aurait peut-être pas besoin d'un DRH comme toi avec 30 ans d'expérience? Ouais. C'est un bon point. C'est-à-dire que Valtus, on est dans un positionnement. Alors, on est leader on est leader européen sur ce business-là, mais on a un positionnement plutôt premium. D'accord. En anglais, on dit C-level, N-1 de C-level, donc des D, comme tu dis. Des DRH, des DIRCOM, des DSI, des DG. Donc, effectivement, on est sur des profils en équivalent salaire, on va dire, parce que c'est pas du salaire, au-delà de 100 000 euros annuels. Il n'empêche que, nous avons aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a développé cette année et qui démarre très bien. On a aussi une structure à l'intérieur de l'écosystème Valtus qui s'appelle Easy Talent et qui est capable d'aller sur des profils un peu moins C-level, on va dire, plutôt intermédiaire. Et qui est en train de bien se développer aujourd'hui. Donc on peut aller faire du RRH, etc. Mais voilà, l'essence même, la vocation de Valtus, c'est plutôt des postes de direction, de C-level, voilà. Et c'est là-dessus qu'on a la plus de profondeur de champ, si je puis dire, dans notre fichier. Tu parlais comment on fait. On a 10 000 managers dans notre base de données. Allez, je vais venir sur ce sujet-là. J'avais ces questions-là. C'est comment vous les trouvez, comment vous les sourcez. Est-ce qu'on postule? C'est quoi les secrets pour travailler pour Valtus en fait? Exactement. Alors, ce ne sont que des seniors. Donc, ce sont des gens qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience dans un domaine fonctionnel. Ils ont été trésoriers, ils ont été DSI,
ils ont été voilà. Donc ils ont été DG, donc ils ont une très forte expérience, une profonde expertise aussi. Alors ils peuvent être tombés du cheval dans leur entreprise, dans le monde corporate, ces choses qui arrivent. On parlera de la problématique des seniors, j'imagine aussi tous les deux, parce que c'est une forme de réponse aussi à cette problématique qui est tellement d'actualité. Et donc ces gens-là se disent finalement pourquoi pas faire du management de transition. Parfois ils le sont contraints parce que c'est pas si évident que ça à 50, à 55, à 57 de trouver un job équivalent. Malheureusement c'est compliqué. Voilà. Donc ils se disent finalement une manière de remettre le pied à l'étrier et de faire bénéficier de mes compétences une entreprise, c'est peut-être de faire de la transition. Donc, ils commencent souvent comme ça. On appelle ça des primo-accédants. Démarrent. Il faut une première mission. Et là, ils vont essayer de se référencer auprès des cabinets du marché. Alors, nous, on est leader, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ils font leur shopping un peu. Ils disent, voilà, moi, je suis un DSI, j'ai 25 ans d'expérience, j'ai fait de l'infra, j'ai fait du CRM, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que j'intéresse Valtus ? Donc, on a une plateforme, valtus.fr, on peut candidater, c'est comme, effectivement. D'accord, comme un site carrière d'une Exactement, exactement. Et là, le système va vous poser des tas de questions, et vous allez uploader votre CV, évidemment, et à partir de là, vous allez, ou pas, mais vous avez toujours une réponse, être contacté par une talent consultant. D'accord. Des professionnels véritablement du staffing, du recrutement, de la sélection, qui vont vous rencontrer, alors en physique ou en Teams, pour faire une vraie analyse, un vrai entretien de recrutement, pour voir si vous pouvez intégrer la base de données Valtus de nos 10 000 managers. Au niveau global. Donc, vous faites un filtre quand même. C'est un vrai filtre. C'est un vrai filtre, absolument. Sur quels critères vous allez filtrer ? Les années d'expérience ? Alors, c'est vraiment des mots-clés. C'est-à-dire, c'est les compétences, l'expérience, évidemment. Donc, on essaie d'aller chercher le plus de mots-clés possible pour avoir cette espèce de nuage de points dans notre CRM qui fait que quand moi, par exemple, en tant que directeur associé, je vais prendre un brief chez un client. Un brief, c'est quoi ? C'est l'exposé d'une situation. Contexte, enjeu, compétences, hard skills, soft skills, etc. Moi, je vais dire, c'est un DAF, certes, mais un DAF de restructuration. Donc, le mot restructuring, il apparaît là. Voilà. Il a peut-être été exposé à des contextes de PSE. Il a peut-être fait, je sais pas. Et donc, tous ces mots-là. Il était dans l'industrie automobile. Il était dans l'industrie automobile, dans du multisite, etc., etc. Et donc, alors c'est un peu d'intelligence artificielle. On est aussi assez développé là-dessus. On va rencontrer effectivement cette analyse et ces besoins avec un profil qui va ressurgir lorsque les talent consultants vont faire le tri à partir du brief que j'ai réalisé. Ils vont dire il y en a 2 ou 3 là qui correspondent effectivement à ton besoin. Et donc, elle va me les pousser dans le système. Moi, je vais les rencontrer, je vais les qualifier et ensuite, je les présente à mon client. Voilà. D'accord. Non, là, ce sont des personnes qui viennent vers vous. Absolument. Est-ce que toi ou tes collègues associés, vous allez en chercher ? Parce que 10 000, c'est énorme, mais en même temps, si on cherche, je sais pas, un expert qui est dans tel ou tel domaine, avec telle ou telle expérience, peut-être que vous l'avez pas exactement pile poil comme vous souhaitez le client. Exactement. Alors c'est vrai que sur les grandes fonctions régaliennes de DAF, de DRH, de DG, etc., on est plutôt bien servi. Ou un expert, tu vois, un compagnon par exemple. Voilà, exactement. Par contre, métier d'expertise dans la RH. Donc là, on a beaucoup de gens qui viennent à nous. Après, sur des métiers un peu plus techniques ou nouveaux, je pense à la data, je pense à la cybersecurity, la RSE sur ces nouvelles acceptions aussi un peu plus techniques, etc. On n'a pas forcément un pool de talents toujours extrêmement développé ou au niveau où on le voudrait. Donc là, on peut aller solliciter. Alors, on fait pas de chasse de manager de notre point de vue, mais en tout cas, vous n'allez pas débaucher les gens qui sont en CDI. Pas du tout. Mais on va faire en sorte effectivement d'activer cet écosystème-là pour qu'ils viennent à nous et qu'on puisse les intégrer dans notre base de données. Sans nous donner les secrets, mais plus par réseautage ou plus par LinkedIn. LinkedIn est un instrument. Mais le réseau physique peut être aussi intéressant. Nul, mais le réseau, on a la chance. C'est vrai que c'est le cas. Bon, c'est le cas pour moi par exemple, mais mes 15 autres collègues qui sont comme moi partenaires ou directeurs associés, on vient tous d'univers différents.
on a tous eu un job de direction générale, DSI, directeur financier, DRH, etc. Donc on a nos réseaux et on couvre assez clairement le spectre des différentes grandes fonctions de l'entreprise. Okay. Donc on sait où aller chercher, y compris au niveau sectoriel. Des gens qui viennent de l'industrie, des services, de la finance, etc. Et c'est quoi les erreurs à éviter lors du recrutement d'un manager de transition? C'est quoi les pièges qu'il pourrait y avoir qui pourrait vous piéger vous en fait? Bien sûr. Est-ce que vous vérifiez tout ce qu'on vous dit? Alors bien sûr, on vérifie. On fait pas des références de diplôme par exemple, choses comme ça. Bon, par contre, on va faire des références directes ou indirectes. On va demander systématiquement ces références à la personne. Ça ne nous empêche pas aussi d'appeler des références en direct pour être sûr de bien couvrir l'ensemble des aspects, l'ensemble des expériences, se rassurer aussi par un certain nombre de feedbacks de figures un peu incontournables dans un différent métiers. Okay. Donc on a cette technique-là qui est assez classique, oui, bien sûr, de prise de référence, donc on utilise beaucoup. Évidemment, on fait pas de tests, de machin, parce que on n'a que des professionnels aguerris. Oui. Voilà, ils ont vraiment des compétences extrêmement avérées. Et donc, effectivement, les risques ou les échecs potentiels vont pas être là-dessus. D'accord. C'est pas sur les compétences. On va pas nous dire, dis donc, le DRH que vous m'avez mis là, il était censé faire un PSE, en fait, il y connaît rien. C'est juste impossible. Ça va être plus sur des... Alors, le vocable est un peu galvaudé, mais de soft skills, ou plutôt de fit culturel. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment sensible aux aspects culturels d'une entreprise. Oui. Qui éventuellement, alors n'importe quoi, une start-up scale-up, quelqu'un qui a été peut-être beaucoup dans des grands groupes, qui n'a pas touché véritablement à ça. Par contre, il est exceptionnel en termes de compétences. Faut être sûr que le gap culturel est pas trop important. Okay. C'est parfois difficile à mesurer ça. Okay. Donc là, le peu d'échecs, parce que vraiment on fait en sorte que ça ne se passe pas, évidemment, mais qu'on pourrait avoir, c'est une sous-estimation potentielle de l'écart culturel. Alors ça peut être du fit interpersonnel, mais ça c'est la vie, c'est assez rare, voilà. Mais culture et soft skills, c'est vraiment le truc qui peut faire la différence. Ok. Est-ce qu'il y a un aspect géographique? Ouais. C'est-à-dire que si moi j'intègre Valtus, tu disais que leader européen, donc ce qui veut dire que potentiellement je peux travailler de n'importe où en France, voire en Europe. Est-ce que vous avez des critères, Alors en Europe, en tout cas, il y a un minimum de zones géographiques. En Europe, moi qui suis rennais, si je me dis que je voterai Karen, bon, t'es gentil Florent, mais c'est un peu limité, quoi. C'est clair. Clair. Surtout que, alors en particulier, nous on est très investis dans le domaine industriel. Ouais. C'est pas que ça évidemment, mais c'est le plus gros de nos missions quand même. Sur l'industrie, les usines, elles sont pas à Paris. Elles sont partout en France. Elles sont partout en France et elles sont souvent dans des endroits qui sont pas forcément des grandes capitales régionales comme Rennes, par exemple. Oui. Donc, effectivement, dans tous ces métiers-là, de manufacturing, de supply chain, de directeur industriel, directeur des opérations, il faut être mobile. Donc ça, c'est essentiel. Sur les services, sur la finance, etc., c'est peut-être un peu plus parisien ou lyonnais ou régional dans des grandes agglomérations. Et sur l'international, on peut imaginer d'envoyer effectivement des gens de notre base de données française à l'étranger. C'est relativement rare. Ce qu'on a, c'est que quand je dis on est leader européen, nous avons des filiales de Valtus, qui sont Valtus, dans beaucoup de pays d'Europe. Toute la Scandinavie, le UK, l'Autriche, l'Allemagne. Il y a des sujets culturels aussi. Et il y a des sujets culturels. Tu parles de l'Autriche. Voilà. Soit on est peut-être autrichien, ou soit on a déjà travaillé quelques années en Autriche. Exactement. Mais on va pas s'improviser dans des pays tout à fait. Absolument. Aussi différents. Là aujourd'hui, je te donne un exemple. J'ai été sollicité par un très grand groupe français pour un DRH en Scandinavie. L'intérêt, il passe par moi parce que je suis le relais et je leur assure effectivement une prestation vraiment sans couture. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un DRH danois. C'est pas d'envoyer un DRH français à Copenhague. Donc voilà. Bien sûr. Et là, je m'appuie sur mon collègue de Valtus
au Danemark, danois, qui lui connaît tout l'écosystème local. Voilà, et qui va pouvoir effectivement, qui connaît la NDRH, qui ne va pas s'appeler la NDRH, mais la NDRH danoise, on va dire. Exactement. Enfin, j'imagine tous les réseaux. C'est ça. Tous les réseaux ou la base. Exactement. Qui a été aussi, j'imagine, qualifiée dans ce pays. Oui, absolument. Ok, ça c'est très clair. Et comment est-ce que vous gérez l'intégration est-ce que c'est un sujet pour vous, ou est-ce que comme vous faites appel à quand même des professionnels qui ont beaucoup d'années d'exercice, qui ont quelque part aussi créé leur structure juridique d'une manière ou d'une autre, vous avez dit ça c'est ton problème, ou est-ce que en tant qu'associé, toi tu vas accompagner la nouvelle personne que tu vas placer pour faire en sorte que bien sûr la mission réussisse? De toute façon c'est l'objectif de tout le monde. C'est l'objectif. Alors c'est une très bonne question. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on vend à nos clients, c'est l'opérationnalité immédiate. Ok. Il faut que dès le premier jour, la personne qui a fait ça, c'est-à-dire cette tâche, cette mission, ce type d'environnement pendant 20 ans, elle n'ait pas de courbe d'apprentissage. Oui. Il faut que... Le client n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Okay. S'il fait appel à nous, c'est pour avoir quelqu'un opérationnel immédiatement, qui est dans le troubleshooting, etc. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Après, il n'empêche que nous avons une certaine forme d'intégration, c'est-à-dire que le directeur associé, il va suivre la mission tout du long. D'accord. Et on a quelques points très clairement identifiés. Par exemple, au bout d'un mois, on fait un diagnostic. On fait un diagnostic, rapport d'étonnement, etc. On est capable de faire une SWOT, d'analyser les forces et faiblesses et de s'assurer surtout avec le client, ça se passe en tripartite, donc il y a les trois, de dire est-ce que le manager va présenter un plan d'action sur la base de ce diag, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est ça qu'il faut faire? Voilà. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet d'éviter justement les malentendus, les non-dits. Ah oui, mais alors en fait, on a parlé de ça, mais en fait, c'est autre chose. On a envie de vous dire. Ouais, exactement. Donc là, on se met au clair sur les objectifs, la feuille de route. Cette feuille de route, on va la suivre tout au long de la mission et on finit par, là aussi en tripartite, une réunion de clôture, véritablement de la mission, au bout des 6 mois, au bout des 8 mois, etc., pour dire, voilà, on a fait le tour, et monsieur ou madame manager de transition va passer le témoin, si je puis dire, à un CDI qui a été recruté, à quelqu'un en interne qui prend la mission ou le job qui n'était pas forcément prêt au moment où la direction a fait appel au manager de transition, qui maintenant a été, par exemple, mentoré par ce manager de transition pendant cette durée de temps, etc., etc. Donc, on passe le bébé. Donc, c'est un des boulots clés du directeur associé. C'est certes de staffer, si je puis dire, de qualifier, de faire le boulot staffé, mais aussi après de suivre tout du long de la mission. Ok. Est-ce que tu vois une évolution dans les profils des managers de transition? Alors, tu as parlé effectivement des métiers, des nouveaux métiers, mais tu as parlé, t'en as parlé rapidement, effectivement, de l'emploi des seniors. Oui. Où en France, on est quand même pas les champions du monde, on est quand même pas bon, faut pas se mentir. Ouais, c'est clair. Est-ce que, moi, tu vois, je me rappelle des situations que j'ai vécues, en cabinet de recrutement où je rencontrais des cadres, dirigeants, qui nous contactaient alors soit on avait des missions, mais des fois on n'avait pas de mission, et sous un prétexte un peu d'entretien conseil, et que l'on faisait évidemment avec plaisir. Et des personnes qui des fois étaient un peu cassées, qui disaient moi ça fait 20 ans que j'étais dans cette boîte, je me suis fait dégager, ce qui arrive au niveau C-level qui peut arriver effectivement, très vite, et qui ont un peu du mal à rebondir et qui voient le management de transition comme... Moi, j'ai entendu ça, tu vois, je vais faire management de transition, ça va me permettre de retrouver un CDI derrière. Mais est-ce que c'est ça le management de transition? Est-ce que si on a envie d'y aller, il faut vraiment qu'on se dise, OK, c'est un vrai choix de carrière que je fais. J'ai envie d'aller sur ce terrain de jeu. Je peux en faire, je peux gagner ma vie, pour être très concret. Bien sûr. Ou est-ce que c'est un truc temporaire qui va me permettre de retrouver un CDI classique, etc. Ouais. Alors, les deux, mon colonel, en fait, c'est plutôt effectivement un choix raisonné pour dire, je m'engage dans cette nouvelle voie. J'ai envie de travailler comme ça. D'accord. Je vais avoir des missions. Je vais avoir aussi des moments où j'ai pas de mission. L'intermission, ça dure 2 mois, ça dure 3 mois, ça peut durer 6 mois. D'accord. Donc il faut aussi le comprendre et l'assumer. Donc ça vous en parlez? Bien sûr, ça c'est très important. Par contre, de dire je fais une mission pour être recruté derrière, mauvais calcul. Ok. Ça peut arriver. 15% de nos managers sont recrutés derrière leur mission. Ok, intéressant. D'accord. Voilà, donc c'est pas nul du tout. C'est même
significative, mais c'est pas non plus c'est très loin d'être une majorité. Si on met le poker là-dessus, la probabilité elle est de 15% quand même. Exactement. Ouais. Et ce qui nous amène, nous, à avoir des discussions très claires avec nos clients. Oui. Quand nos clients disent moi je fais 3 mois de transition et puis derrière on le recrute, c'est plus notre boulot en fait, c'est plus du management de transition. C'est une espèce de pré-recrutement, on va utiliser le management de transition comme une espèce de période d'essai. Oui. Bon, c'est pas notre vocation. Oui. Hein. Par contre, si la personne nous dit écoute, moi j'ai une vraie mission, il faut remettre une usine au carré, etc. C'est 6-8 mois. Par contre, on est ouvert. Si la personne a fait un très bon boulot et que c'est un peu comme dans un couple, là, on tombe amoureux et des deux côtés, on a envie de continuer. Est-ce que, on est intéressé pour un recrutement. Alors nous, c'est une information qui est très importante parce qu'on va la mettre dans le cahier des charges. Oui, ok. On va dire cette mission-là est ouverte derrière au recrutement. D'accord. Ce qui veut dire qu'on va pas forcément sélectionner les mêmes. On a des managers de transition qui sont des routiers, des multirécidivistes comme on dit, et donc ceux-là, ils veulent surtout pas, ils abordent. Ils sont très heureux. Le CDI, ils veulent pas en entendre parler. Ouais. Donc s'il y a un malentendu de ce point de vue-là, ça peut être dramatique. Oui, parce qu'à la fin, votre client, il va être déçu. Mais je comprends pas. On lui propose un super job, un super salaire, il veut pas. Bon, donc il faut absolument empêcher en amont cette ambiguïté-là et être clair sur y a-t-il un recrutement possible derrière ou pas. Ok. Ouais. Ok. Dans une petite entreprise, on en a parlé rapidement. Est-ce que c'est adapté à des PME, etc. Tous les gens qui nous écoutent sont pas forcément que des DRH ou des RH de grands groupes. Bien sûr. Est-ce que effectivement dans une PME de province, une start-up, vous le faites et quelle différence quelle précaution vous avez avec une entreprise peut-être plus petite, moins structurée qu'un énorme groupe? Écoute, honnêtement, je dirais oui 3 fois oui. C'est-à-dire que quand on bosse, moi je bosse avec. Je sais pas, on pourrait se dire c'est pas pour moi en fait. J'ai pas les moyens de me payer. Exactement. Quand on bosse avec du CAC 40 ou du SBF 120, les choses sont très normées. On passe par la moulinette, des directions achats, des DRH, etc. Et bien sûr que le besoin est important, sinon on ferait pas appel à nous. Et par contre, dans une PME, une ETI, une start-up, il est décuplé. C'est-à-dire que c'est parfois une question de vie ou de mort. Oui, l'avenir de la boîte peut être complètement. Une PME, on prend le DAF est parti, machin, etc. On sait plus clore les comptes. Bon, là, je peux vous assurer, c'est des sueurs froides. Et donc, de mettre un DAF pendant 6 mois qui va non seulement clore les comptes, mais remettre une compta au carré, mettre en place un contrôle de gestion, etc., c'est vital. Et là, il vaut mieux aller chercher un pro qui a fait ça pendant 20 ans, etc. Alors oui, pendant 6 mois, on va peut-être le payer peut-être un peu plus cher qu'un CDI, mais alors quel avantage, qu'est-ce qu'on en tire derrière? Et ça, c'est vraiment un calcul qui est à faire et qui me paraît essentiel. Pareil pour les startups. Je veux dire, un entrepreneur, il vient de faire sa levée de fonds. Très souvent, il hésite, il prend pas le DAF. Alors là, je suis sur les financiers, mais qu'il faudrait au niveau où il faudrait, et il la plante. Donc, il faut être capable, au contraire, je dirais, de réagir rapidement et d'aller chercher le talent et la compétence là où elle est. Et ça, c'est la réponse qu'on est capable d'offrir en management de transition. Ok. Alors oui, il y a un taux journalier qui peut paraître important au premier chef. Mais en fait, il faut aussi le comparer à un salaire chargé à 50 ou 52%, plus peut-être de la participation de l'intéressement, plus peut-être un 13e mois, plus une voiture, plus... Donc, quand on commence à avoir une approche total compensation versus... Vous devez avoir l'habitude de comparer les deux. Voilà. Alors, les DRH, ils connaissent ça. Mais oui, c'est cher, mais c'est pas non plus dément. Loin de là. Ok. Et justement, si on vient sur ce tarif, c'est pas le tarif qui m'intéresse. En plus, je pense que c'est très dépendant des profils et des univers. Bien sûr. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Mais est-ce que vous travaillez, est-ce que c'est quelque part un forfait au mois, ou est-ce qu'il y a une part de variable? C'est-à-dire si par exemple il y a un objectif où je peux penser à un manager de transition qui est directeur commercial ou directrice commerciale, est-ce que vous allez mettre effectivement votre client va vous mettre, et vous peut-être même vous allez mettre aussi
aux managers de transition une rému est fixe et variable, comme on pourrait l'avoir dans un univers tradit? Plutôt non. C'est-à-dire que c'est un taux journalier. Le taux journalier, il est négocié, etc., etc. Bon, point. Par contre, on peut aussi rajouter une dimension, ça c'est une discussion qu'on a avec le client, de bonus à parfois les enjeux sont énormes. Oui, d'accord. Ils peuvent être très très importants et donc il peut y avoir un bonus complémentaire. Alors est-ce qu'il est partagé entre Valtus et le manager? Est-ce qu'il est totalement pour le manager? Nous, on est capable de tout entendre là-dessus. Donc, en cas de réussite exactement. En cas de, donc d'objectifs très clairs. Exactement. Donc nous, au contraire, enfin on est plutôt pour, mais il faut avouer qu'aujourd'hui c'est très peu pratique. C'est pas l'usage dans ce milieu. C'est pas l'usage, absolument. Contrairement à certains pays. Il y a certains pays anglo-saxons, même notre filiale aujourd'hui en Autriche, pratique ça systématiquement. Il y a des bonus. Donc là, il y a des cultures en fait de pays. Il y a des cultures, sur le sujet. effectivement. Mais en France, c'est pas cette culture-là. Incentives complémentaires. Non. Et probablement parce qu'il y a cette culture de c'est déjà assez cher comme ça, si je puis dire. Donc on va pas en plus rajouter un incentive, un bonus, etc. Donc, ils sont gentils chez Valtus. Voilà, exactement. Non, mais ok. Est-ce qu'il y a des tendances dans le milieu du management de transition? Est-ce que tu vois des alors, t'y es depuis peu de temps, mais en même temps, t'es associé, donc t'as quand même un regard qui est intéressant sur ce qui se passe. Est-ce que tu vois des tendances de milieu du management de transition? Est-ce que tu vois des évolutions dans le management de transition? Bien sûr, il y a des évolutions. Il y a quand même un peu plus de féminisation. D'accord. Il y a encore quelques années, c'était très, très masculin. Et parenthèse d'ailleurs, est-ce que des fois, les clients vous demandent absolument, je voudrais une femme c'est beaucoup moins staffer, vrai. Ça peut arriver. C'est beaucoup moins vrai que dans le monde de la chasse de tête. Qui aujourd'hui, faut bien se l'avouer, est quand même dans une démarche un peu de discrimination positive sur un certain nombre de jobs de Comex. Il y a la loi Rixin. Il y a des lois. Voilà, exactement. Donc nous qui sont antagonistes avec d'autres lois qui interdisent effectivement. Exactement. C'est c'est un autre sujet. Le management de transition, c'est beaucoup moins le cas. On veut l'efficacité. Et on se fiche pas mal de savoir si c'est un homme, une femme. C'est pas le sujet. Donc, au sujet d'inclusion diversité, il n'y a pas de sujet, en fait. Non. Absolument. Puisque de toute façon, c'est une personne qui est pas sur le payroll, qui va rester 6 mois, qui va rester 8 mois. Donc, ça rentre pas dans les stats. Voilà. Donc, c'est malheureusement des factures pour l'entreprise. Exactement. C'est triste. Exactement. Mais c'est vrai. C'est pas dans les mêmes chiffres, en tout cas, dans les mêmes cases. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est pas trop, mais il y a quand même. Donc, une tendance féminisation. Une tendance à la féminisation. On était à 10-12%, on est à 25% aujourd'hui de femmes. D'accord. Donc ça augmente quand même tous les ans. Donc ça c'est plutôt très bien, c'est très très bien. Et dans tous les métiers. Donc ça c'est bien. Il y a une moyenne d'âge aussi qui a tendance à baisser. Ok. C'était souvent. Alors c'est contre-intuitif, tu vois. Je m'étais dit, mais alors là c'est très moi que parce que l'âge de la retraite augmentant. Alors voilà, exactement, ça monte. On est plutôt passé de 57 à 54, 53. D'accord. 53. Donc pourquoi? Parce que il y a aussi des. Je pense par exemple au profil DSI informatique, data, etc. Le DSI en management de transition de 62 ans, on nous le demande peu. Faut pas se leurrer. Sur des gros programmes de transfo digital, on va aller chercher des gens, voilà, plutôt. En fait, le marché, c'est plutôt des gens de 45 ans. Donc, c'est une fonction où l'accès au management de transition se fait plutôt dans la carrière. D'accord. Donc ça permet de rajeunir un peu aussi la base de données. Et puis il y a aussi une réflexion, je pense que les gens se disent aussi peut-être plutôt dans la carrière, tiens, finalement, est-ce que j'ai envie d'un modèle un peu alternatif plutôt que d'être dans ce monde corporate qui peut être un peu étouffant, avec des injonctions paradoxales permanentes, avec de la politique, j'ai plus envie de ça. Oui, là, il y a pas d'enjeu politique. Voilà. T'es pas là pour prendre la place d'eux. Exactement. Et ça, c'est un énorme avantage du manager de transition. Il vient pour une tâche. Il sait pourquoi il est là. Il y a des KPI. Il y a des attendus.
il est pas là pour plaire au DG, pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre, et surtout pas. Ben non. Surtout pas. C'est même l'inverse. C'est peut-être même la valeur qu'il peut apporter. Mais totalement. Totalement. J'imagine que si on fait appel à vous, on vient vous chercher. Donc, à un moment, c'est qu'on a envie. Exactement. C'est qu'on a travaillé en interne, on a réfléchi aux besoins que l'on a. C'est ça. Et on veut quelqu'un, effectivement, qui va nous faire avancer le schmilblick sur tel ou tel sujet. Absolument. Nous faire percuter, ou comme tu le dis, si la boîte, elle est un peu bancale, ou, bien sûr. La faire remonter. Donc, peut-être prendre des décisions qui vont peut-être pas Absolument. plaire à tout le monde. Exactement. Mais l'enjeu, c'est pas de plaire à tout le monde, là. Et s'il s'agit de dire au DG que son style de management est contre-productif et qui terrorise tout le monde et que personne n'ose dire. Ouais, parce que vous devez avoir ce genre de choses, forcément. Évidemment. Voilà, c'est obligatoire. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors que quand on est dans le lien de subordination, on sait, toi et moi, que c'est pas toujours évident. Voilà, même qu'on risque sa place et que ceci et que cela. Et quand on a 55 ans, exactement. Je fais gaffe, quoi. C'est un peu plutôt tous aux abris. Et donc il y a effectivement une posture aussi qui change. Oui. Donc ce qui veut dire que l'entreprise qui accueille, il faut qu'elle accepte cette posture. Oui. Et le manager de transition que vous avez, il faut qu'il soit prêt aussi à avoir cette posture pas de poil à gratter, le mot est peut-être trop fort, mais d'oser remettre en question des choses. Il bouge les lignes. Il bouge les lignes. C'est pour ça qu'on est bon en transfo. C'est que quand on a envie de faire une transfo, pour moi en avoir fait pas mal, c'est jamais évident avec l'interne. Hein. Bah oui. La résistance au changement, elle est forte. Il y en a qui doivent vous voir arriver en disant oh là là. Alors, ça peut arriver. Donc, ou les équipes en dessous, parce que forcément ils managent des équipes aussi. Exactement, ils managent des équipes. Donc c'est là où il faut bien préparer quand même l'arrivée. Hein. Et puis, il faut que les managers de transition soient smart, connaissent la stratégie des alliés, fassent pas n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Ça marche pas. Hein. Donc, on est bien d'accord. Il faut aussi un peu d'humilité et d'écoute. Beaucoup. En arrivant, quoi. Beaucoup. Parce que peut-être que la boîte va pas bien, si on prend ce cas de figure. Oui. Mais c'est pas que de sa faute. Ça peut être effectivement le dirigeant qui a un management bof. Exactement. Mais ça peut être le marché qui s'est retourné. Le marché, la conjoncture. Voilà, en ce moment, on vit des choses qui sont pas toujours. Une boîte qui s'est fait racheter, nouvelle gouvernance, le nœud fond qui est beaucoup plus agressif qu'avant. Voilà. Donc il y a tous ces cas de figure. Qui sont des éléments plutôt exogènes. Exact. Et qui amènent effectivement, qui impactent. Qui impacte les choses. Donc hyper intéressant, hyper passionnant ce sujet. Oui. Et est-ce que on en parlait en off avant de brancher le micro. De la formation tout au long de la vie, que quelque part il faut qu'on soit des éternels étudiants, enfin qu'on apprenne toujours. Oui. Est-ce que vous formez vos managers de transition, ou est-ce que vous considérez que pendant peut-être ces intercontrats, c'est aussi ton rôle de manager de transition de tenir au courant, de faire ta veille, de réseauter? Oui. Alors on n'a pas d'offre de formation à coller à notre entreprise, donc c'est pas le cas. En fait, c'est très intéressant de voir à quel point, j'en parlais avec un client pas plus tard que ce matin au petit déjeuner, un DRH d'un grand groupe, à quel point ils s'auto-forment à travers leur mission. C'est-à-dire que quand vous avez fait 10 missions dans l'industrie, dans les services, dans une PME, et puis dans un grand groupe, et puis dans la pharma, et puis après vous étiez dans l'aéro ou je ne sais quoi, vous avez un scope de compétences, de connaissances, de sensibilité qui est exceptionnel par rapport à quelqu'un qui est resté pratiquement toute sa vie dans la boîte. Et d'ailleurs, on se disait avec ce DRH, qui est d'une très belle boîte, qui se porte très très bien, il a des gens un peu enquistés, même s'ils sont très bons dans leur écosystème, mais ils n'ont pas forcément de benchmark extérieur, ils se confrontent pas tellement à la réalité des autres boîtes, ils sont parfois un peu dans le confort, parce que quand on est une très belle boîte du CAC 40, on a plein d'avantages, etc. On ne sait pas qu'à côté, c'est la guerre. Les managers de transition, ils sont souvent exposés à des contextes souvent un peu rudes, très diversifiés quand ils enchaînent les missions. Ils sont bons, donc on leur propose de plus en plus de missions. Et alors ça, c'est une formation. Moi, je crois beaucoup ce qu'on appelle en anglais le learning by doing. Oui, ok, on peut faire des formations, de plus en plus d'ailleurs en online, qui feront pas de mal, mais il y a rien de tel que le fait d'expérimenter soi-même, de se frotter
à des réalités, des situations. Et plus on en fait, plus on apprend. Donc ils sont souvent les très expérimentés. Ils sont super efficaces et ils ont je dirais un faisceau de compétences qui est extrêmement large. Et est-ce que du coup, à l'instar d'une entreprise traditionnelle, vous avez une stratégie de gestion des talents? C'est-à-dire que les excellents managers de transition, vous n'avez pas trop envie qu'ils aillent voir les concurrents de Valtus, on les citera pas. C'est vrai. Est-ce que vous avez une strate autour de ça en disant voilà, ces personnes-là, il faut vraiment qu'on leur trouve des missions parce que ce sont des pépites pour nous? Absolument. Voilà. On a ça, on a des managers, effectivement, 4 étoiles chez nous, qu'on essaie de pousser aussi parfois auprès de clients. Toi, j'essaie de faire un parallèle par rapport à une entreprise tradie qui peut avoir ces strates-là. Bien sûr. Donc ça, oui, on peut être en démarche peut-être un peu plus push parfois sur des clients qu'on connaît bien et dont on connaît très bien les besoins. Ah oui, ok. Et voilà, sans qu'ils nous appellent en disant j'ai un trou dans la raquette, vite, monsieur Valtus. C'est vous qui inversez le sujet. Voilà. Non, là, j'ai Marie, j'ai Jean-Luc. Exactement. Tu m'as parlé sur ça. Il y a 6 mois de ce truc-là, où t'en es, parce que là, j'ai quelqu'un qui probablement pourrait être fantastique pour cette problématique-là. Ok. Voilà. Donc ça, oui. Et puis, on essaye d'en prendre soin. C'est-à-dire que régulièrement, on a des dîners, on a des événements managers à Paris, de plus en plus en province. On les anime. Et ça, c'est super important. Alors, j'allais venir sur ton métier. Ouais, parce que moi ça m'épate de l'extérieur que 2 ans après ou même 1 an et demi après tu sois associé. Je trouve ça super chouette. Et comment alors je parlais de petits secrets de devenir associé, mais c'est quoi ton job en fait? Parce qu'il y a un rôle commercial. Bien sûr. Mais j'imagine que tu passes pas 50 appels par jour à faire des appels sortants. Enfin, non. J'espère. C'est clair. Ouais. Donc, comment on peut devenir associé? Pourquoi on devient associé? Et pourquoi tu n'es pas manager de transition lambda? Oui, j'aurais pu moi-même faire de la transition, effectivement, en tant que DRH. C'est plus personnel, effectivement. Mais parce que j'ai jamais fait de ma vie. Je fais tard, mais il y a pas d'âge. Une démarche plus entrepreneuriale. Aussi, moi, me frotter à qu'est-ce que c'est que entrepreneurial et commercial. Quand on est DRH, on est très focalisé sur l'interne. Je connais le sujet. Tu connais, voilà, ce qui est très bien. Alors, on vend aussi, parce qu'on vend ses projets auprès d'une direction générale, d'un COMEX. On est tout le temps dans cet acte de vente. On négocie beaucoup. On négocie aussi avec les syndicats, etc. Donc cette dimension-là, elle est présente, mais elle ne se concrétise pas par un contrat signé et du chiffre d'affaires rentré. Bon, ça c'est clair. Donc maintenant, moi je suis là-dedans. Donc mon job, si tu veux, c'est de rentrer du business. Très clairement, il y a pas de honte à ça. Au contraire, donc c'est développer l'entreprise, développer Valtus. D'accord. Évidemment. Et pour ce faire, je m'appuie en priorité sur mon réseau. Donc c'est aussi pour ça qu'on est venu me recruter. Mon réseau, qui est un réseau de 30 ans d'expérience professionnelle dans le monde. Et dans le monde, et effectivement. Donc j'ai capitalisé là-dessus. J'ai créé mon employabilité sans véritablement le savoir. Pendant toutes ces années. C'est un sujet majeur. Et c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Et moi qui pour ceux qui me connaissent, qui suis fan effectivement de ce sujet de réseau, et qui m'a aidé dans la création et le développement de mes entreprises. Bien sûr. Je pense qu'effectivement c'est hyper important de travailler son réseau. LinkedIn est un outil, mais il permet de le travailler. Bien sûr. C'est un excellent outil. C'est super. Il faut déjà en avoir un. Il faut sortir, il faut aller à des événements. Exactement. Il faut être dans des réseaux professionnels. Totalement. Moi, tu vois, quand je rencontre encore des DRH, et que je leur parle de la NDRH, mais j'y suis depuis de nombreuses années. Ça vaut ce que ça vaut comme réseau, mais c'est un excellent réseau. Bien sûr. Et me dire, mais non, moi, j'ai juste pas le temps, un soir par mois d'aller à la NDRH. C'est pas possible. Mais tu te tues, en fait, à faire ça. Parce que, en plus, tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des gens sympas. Absolument. Et puis le jour où il t'arrive quelque chose, t'as envie de créer ta boîte, que t'as besoin de rebondir, mais tu seras hyper content d'avoir un réseau. Bien sûr. Alors que t'as été 20 ans dans ta structure, ton réseau, c'est tes collègues dans ta boîte. C'est chouette, mais c'est pas eux qui vont te dépanner, quoi. Complètement. Enfin, je dévie le podcast, mais c'est un sujet qui est pour moi, clé, quoi. Essentiel. Quand on est cadre,
Et dès le plus jeune âge, et les plus jeunes aujourd'hui sont très orientés. Ils parlent de tribus, mais ils sont très orientés réseau. Et je pense qu'ils ont raison, ils ont compris ce sujet-là, quoi. Totalement. C'est essentiel. Et effectivement, ça me permet. D'où les petits déjeuners que tu fais le matin, ou peut-être les dîners que tu fais le soir. Il m'arrive. Un des challenges, c'est de ne pas prendre de poids et donc de rester sportif, ce qui est mon cas. Mais il m'arrive régulièrement d'avoir un petit déjeuner, un déj et une soirée. Donc le même jour. C'est très fréquent. Mais en même temps, si je fais pas ça, je passe à côté de mon job. C'est du networking, c'est des rencontres. Quelqu'un qu'on a croisé dans un cocktail, c'est pas là où on va. Parce qu'il faut pas être lourd, on va pas lui faire le pitch, machin. Par contre, tu viens pas en distribution de carte de visite. Non, exactement. J'espère. Voilà, exactement. Par contre, on a un contact, on sait peut-être échanger nos LinkedIn, et puis derrière, je vais le lancer. Notre conversation de l'autre soir était vraiment intéressante. J'aimerais qu'on puisse continuer à en parler si tu as l'occasion de prendre un café, etc. Et très, très, très régulièrement, les gens le font. Parce que les gens... Alors, c'est aussi une question de crédibilité et de posture. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est tous des directeurs associés, on est tous des seniors, on a tous... Voilà, parce que ça s'improvise pas. Oui, vous n'allez pas embaucher... On arrive avec un background. Tu vas pas embaucher 5 commerciaux qui vont prendre leur téléphone et qui vont dire « Ah là, bonjour ». Ça marche pas. Pas dans votre métier. Moi, c'est Gérard, je suis chez Valtus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça marchera pas, c'est pas crédible. Ça marche pas, non, absolument. Donc, activer son réseau, mais un réseau, comme tu le sais, c'est un premier cercle, si je puis dire. Oui. Et puis un deuxième, et puis un troisième. L'enjeu, c'est le réseau de réseau, etc. Et c'est ça qui fait la richesse. Exactement. Et qui, c'est ça. Ok. C'est super intéressant. Enfin, moi, je suis passionné par le sujet. Je le découvre un peu dans ses secrets, un peu plus. Et j'espère qu'aussi nos auditeurs aussi découvrent des choses. On arrive sur la fin du podcast. Déjà. De l'épisode. Ça passe vite. Et c'est une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose. Un sujet que j'ai pas abordé ou j'ai zappé peut-être par mes connaissances, tu vois, ou quelque chose que toi tu t'étais noté, tu dis j'aurais évidemment aimé en parler. Écoute. Autour de Valtus, autour du management de transition, autour de toi. Non, écoute, je pense que on l'a évoqué très rapidement, puis on a changé de sujet, mais la problématique des seniors qui est aujourd'hui si prégnante dans le débat d'idées, dans le débat politique, économique, je pense que on est certainement une des principales réponses à ça. Alors tout le monde ne peut pas faire du management de transition, j'en suis bien conscient. On s'adresse à des cadres sub, cadres dirigeants, c'est vrai. Mais c'est aussi des gens qui sont très exposés. Et aujourd'hui, alors il y a quand même une multiplication des boîtes de management de transition, puisque c'est quelque chose qui se développe beaucoup. On a la chance d'être leader, mais il s'en crée tous les jours. D'accord. Des petits, des moyens, des gros qui essayent de se marier, etc. Des experts aussi, peut-être des spécialistes. Des spécialistes, absolument, dans certains créneaux. Pourquoi pas. Donc effectivement, le fromage a tendance à s'agrandir, à prendre de plus en plus de parts. Donc tout le monde en veut un peu. Mais c'est aussi une réponse à une vraie problématique. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que dans le monde... Alors, c'est peut-être moins vrai en PME, en ETI, mais on a 55, 57, 58. Ça devient de plus en plus difficile, malheureusement, malgré les discours qui essayent de plus en plus de légitimiser les seniors, d'être assis dans un COMEX et de dire... tu sais quoi, je vais rester encore 10 ans jusqu'à 67 ans, parce que la plupart des gens qui font des études supérieures, aujourd'hui, qui commencent à bosser à 25, 26 ans, c'est 67 leur horizon, c'est pas 64. Donc, je vous présente mon super DSI, roi de la data, il a 66 ans, personne n'y croit. Donc, donc ces problématiques-là sont difficiles à vivre, sont parfois violentes. Et le management de transition, je trouve, est une formidable réponse à ça. Parce que, une fois de plus, je pense que les boîtes ont besoin de ces professionnels extrêmement expérimentés. Je ne veux pas faire dans le niveau baisse globalement, mais quand même, pour être en discussion avec énormément de DRH, de tout niveau, etc., et de DG, c'est pas toujours évident de trouver dans les entreprises des cadres 35, 40 ans capables de prendre des très gros projets. Souvent, c'est un peu court, ils sont trop justes. Ce qu'on disait peut-être pas il y a 10 ans, au contraire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien, j'en tire pas de conclusion, mais nous, ça apporte de l'eau à nos moulins, parce que le gars qui a fait ça et qui a maintenant 55 ans, ça lui fait pas peur.
Ok, très clair. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'est arrivée dans ta vie professionnelle, ça peut être avant ou actuelle, avec un candidat, un client, un manager, quelque chose que t'as encore jamais dite? Ah, des secrets. Écoute, si je peux me permettre, je vais te parler d'un truc politiquement incorrect. Vas-y. On est capable de faire ça. Qui me vient là, c'était à mon époque Schlumberger, sur les Américains. J'adore les Américains, j'ai bossé 2 ans et demi à Houston. Mais force est de constater qu'il manque un peu de culture générale. Voilà, c'est comme ça. Donc, une anecdote amusante, c'est j'ai voyagé en Russie avec une personne qui était quand même assez haut placée dans la hiérarchie RH de l'époque et qui, dans le cadre de ce voyage, m'a proposé, dans l'avion, de prendre un poste de DRH en Russie. Chose que je n'avais absolument pas envie, je voulais pas ce job. Je dirais DRH de la Russie, bon, c'était le dernier job dont j'avais envie. Et me vient l'idée absolument géniale, qui en plus est vraie. Il se trouve que ma femme est métisse et je lui dis mais tu sais, je serais ravi de prendre ce poste. L'hypocrisie du DRH est terrible, mais j'ai un vrai problème, c'est que il y a un racisme important en Russie et que ma femme va en souffrir et c'est juste injouable. Donc là j'avais touché la corde sensible. Oui, parce que là c'est pas débattable. Voilà. Et pour un Américain c'est tout à fait respectable. Discrimination. D'accord. Ah oui, oh là là, oui, effectivement j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est dommage parce qu'on vraiment on pensait à toi. Je dis bah oui, c'est dommage effectivement. Et ce manager américain réfléchit quelques minutes, dort un peu dans l'avion et revient me voir 1 heure plus tard et il me dit mais c'est marrant ce que tu me racontes là parce que il me dit mais il y a pas de noirs en Russie. Je dis écoute non. Il y a des populations effectivement d'origine musulmane dans les républiques du Sud, etc. Mais de gens de race noire, non, ça n'existe pas. Ah d'accord, ok, je ne savais pas, ça m'étonne. Et là il me dit, et ça c'est formidable, c'est les Américains avec cette espèce de naïveté et en même temps d'audace. Et là il pointe son doigt vers le bas et il me fait, je vais le faire en anglais parce que sinon ça perd de sa saveur. Il me fait « Even in the South ?» Okay. Même dans le Sud. Et je dis oui, même dans le Sud. Voilà, donc c'est ce qui montre aussi, c'est une anecdote sur peut-être l'interculturalisme, et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Moi, j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai eu cette chance pendant 10 ans et sur le management international des ressources humaines, et toutes les problématiques d'interculturalité, moi me passionnent. Okay. Voilà. Par ton histoire, c'est certain. Les prismes culturels des uns et des autres. Voilà. Donc, je ne suis pas allé en Russie et d'ailleurs quelques mois plus tard, on me proposait le Canada. Donc, voilà, ça avait plutôt pas mal marché, mon truc. Je comprends. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast, des professionnels RH, idéalement, que tu estimes et tu dirais, tiens, qui peuvent être clients ou pas clients de Valtus, ça c'est pas le sujet en fait, mais que tu trouverais intéressant que j'interviewe. Oui. Alors, je vais peut-être pas te donner les noms là maintenant, mais d'accord. Mais je peux penser à certaines personnes effectivement qui ont des parcours de DRH assez riches, pas forcément linéaires, parce que je trouve intéressant. Le DRH parfait qui a tout fait comme il fallait, bon, c'est bien, mais c'est peut-être un peu lisse. Donc des gens qui pourraient effectivement. Tu vois, j'ai interviewé sur podcast Eric Thomas, le DRH de Silae. Ah oui, très belle boîte. Ouais, très belle boîte. Et Eric, c'est juste top parce qu'il a été DRH. Oui. Il a arrêté DRH. Il est devenu entrepreneur dans le monde des cheminées, des poêles. Oui. Donc, strictement rien à voir. Pas mal. Et il est redevenu DRH. Ah oui. Et c'est excellent ce genre de parcours parce que ça lui a fait sa richesse. Il a vécu. Exactement. Tu vois, par exemple, si tu me dis de citer un nom, je pense à quelqu'un comme Mathieu Fouquet, par exemple, de OnePoint, que je connais bien. C'est une très belle boîte. Oui, c'est une très jolie entreprise. Dont on parle pas mal en ce moment, d'ailleurs, avec Atos. Sur Atos. Bon, lui, il est DRH, il est secrétaire général. Il a été
c'est presque un DGA. C'est vraiment le bras. C'est le numéro 2 vraiment de cette boîte. Il touche à un spectre extrêmement large. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est dans la fonction RH, qui est hyper entrepreneur, des idées assez révolutionnaire sur beaucoup de domaines, qu'il a lui-même d'ailleurs mis en place chez OnePoint. Il y a une culture d'entreprise et une organisation unique. Après, il y a un fondateur qui est aussi absolument atypique. Ouais. Mais Mathieu est extrêmement intéressant. Ok. Et je pense que c'est presque un binôme. Ok, merci. Ouais. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ça m'arrive, absolument. Et tout à fait. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu aimes écouter? RH ou pas, peu importe. Ouais. Bah écoute, peu importe, Yann Etienne. Si je dois t'en citer un, j'aime bien en ce moment un podcast, alors, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Sismic. Ah, je le connais pas, non. Ouais. Sismic, c'est un garçon qui s'appelle Julien Devorex. Ouais. Qui est assez jeune, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui a été dans des grands groupes. D'accord. Et qui maintenant, en fait, fait venir des experts, des penseurs. Et c'est vraiment un podcast sur la complexité du monde contemporain. Ah, intéressant. Donc c'est vraiment les enjeux. Alors moi, mon vieux côté Sciences Po ressort, mais la crise écologique, la géopolitique, voilà. Comment est-ce que tout... c'est les sujets du moment. Pour moi, c'est les sujets du moment. Claire. Et il est hyper pédagogue et en même temps un peu poil à gratter. Et je trouve que c'est très très bon niveau et super intéressant à chaque fois. Sismic. Ok, de toute façon je mettrai le lien dans le descriptif du très podcast. Très bien. Un grand merci et si besoin. Je suis manager de transition, j'ai envie de devenir manager de transition. Ouais. Si j'ai envie de te contacter, comment je peux te contacter facilement? Est-ce que c'est par LinkedIn? Est-ce qu'il y a un email? Alors, LinkedIn, Yann Etienne Legal, je suis très facile à trouver. Ouais. Et tu réponds? Et je réponds absolument toujours sur LinkedIn. Évidemment, sinon, mon mail, effectivement, mon portable, voilà, c'est assez facilement accessible. D'accord. Mais LinkedIn est quand même un outil d'aujourd'hui. Un outil d'aujourd'hui que j'utilise énormément. Ok. Énormément. Écoute, un grand merci. Un grand merci Yann Etienne pour ta transparence, ton accueil, nous avoir fait découvrir cet univers qui peut être méconnu par certaines personnes et qui peut paraître un peu lointain. Oui. C'est pas pour moi. Oui. Et qu'on soit en recherche d'un manager de transition, qu'on ait envie de devenir manager de transition. Oui. Je pense qu'il y a énormément de choses effectivement intéressantes. Et j'ai même un dernier point là-dessus, c'est que c'est sans risque. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit mais est-ce que le management de transition est la réponse, etc. Parlez-moi. Parce que de toute façon tout le boulot qu'on va faire en amont, je te disais, de brief, de qualification de candidats, etc. De toute façon c'est neutre pour l'entreprise. Elle ne commence à payer qu'à partir du moment où le premier jour du manager dans l'entreprise. Oui. Donc et je suis capable de dire en 3 jours, en 4 jours, on n'a pas. Oui. Où on a. Oui, t'es pas magicien non plus, de toute façon. Exactement. Donc le seul risque, c'est que ça marche. Je veux dire. Okay. Donc bon, il y a pas de barrière. T'es pas un avocat, on paye pas. Exactement. Exactement. Ça c'est vraiment. J'ai rien contre les avocats, mais des fois ils me coûtent cher. Ah ben on est bien d'accord. Donc, merci Yann Etienne, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!